Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais commencer moi aussi par des remerciements pour les organisateurs du colloque, Basile et Céline, pour leur dire tous mes sincères remerciements pour m'avoir invité pour ce merveilleux colloque qui me donne l'occasion bien de découvrir beaucoup de choses sur nos pays voisins et puis une réflexion sur l'évolution des finances locales et des rapports entre les finances locales et les finances de l'État. Alors, en introduction, je voudrais cadrer un petit peu les données des finances locales pour l'année 2020 et le début de l'année 2021. Depuis 2019, les comptes des administrations publiques en comptabilité nationale sont déficitaires en France. Après des années d'excédent, de 2014 à 2018, eh bien, on est passé à des années négatives, 2019 moins 1,1 milliard d'euros et 2020 moins 4,2 milliards d'euros. En réalité, les collectivités locales sont à l'équilibre, mais le déficit provient des organismes divers d'administration locale, qui sont les unités non marchandes des communes et des départements, CCAS, Caisse des écoles, SDIS et EPLE et chambres consulaires. À l'intérieur de cet ensemble, il faut faire une différence entre les niveaux. Les régions et les collectivités territoriales uniques ont un fort besoin de financement, moins 2,3 milliards d'euros, alors que les départements sont quasiment à l'équilibre avec un tout petit déficit de 0,1 milliard, et le bloc communal, beaucoup plus réaliste, dégage un petit excédent non négligeable de 2 milliards. Mais pour l'ensemble, la dette augmente nettement à cause de la crise des dettes souveraines, plus 3,3%. C'est une augmentation du stock de dettes des administrations publiques locales. Pour les départements et les régions, on recourt davantage à l'emprunt. En revanche, côté bloc communal, très petite progression. Côté dépenses d'investissement, évidemment, il faut faire des choix face à la crise. Les dépenses d'investissement vont être en baisse sur l'ensemble des administrations publiques locales de 6%, mais gros contraste entre les niveaux. Le bloc communal est en grosse baisse, les communes moins 16%, les groupements à fiscalité propre moins 10%, alors que les régions doivent intervenir. Elles sont à plus 14,2%. Elles investissent. Et puis, ne le cachons pas, c'est l'année qui précède les élections. Pour les départements, petite augmentation, plus 1%. Zoom sur les régions qui ont une attitude typique. Les régions ont versé des aides aux entreprises du secteur privé, plus 27%, et aux organismes de transport, plus 10%. Et également, elles ont versé des aides au Fonds de solidarité pour les entreprises pour financer des dépenses très diversifiées. Les recettes de fonctionnement des régions ont augmenté à 14%, et ce sont des aides qui venaient de l'État. L'épargne brute ne suffit plus, on est obligé de s'endetter et la durée de la dette passe de 4 ans en 2019 à 6 ans en 2020. Donc la crise a montré des changements et les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 1,3% entre 2019 et 2020. Champions, les départements qui ont une augmentation de plus 3,1%. Les régions arrivent juste après avec 3%, et le bloc communal avec une augmentation à 0, mais différentes sont, selon les communes, on est à moins 0,8%, donc elles sont plus prudentes question dépenses de fonctionnement, alors que les groupements à fiscalité propre ont une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus 2,1%. Alors tous ces chiffres qui nous donnent finalement la nausée
qu'est-ce que nous devons en tirer? Eh bien, le point de vue du professeur d'université va essayer de dégager 3 points. Mon point de vue s'exprimera dans 3 domaines. D'abord, premier domaine, la fiscalité locale est une clé de la mutation des relations État-collectivité locale. Ensuite, deuxième point, le cadrage juridique bouge mais conserve son utilité, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Et troisièmement, 2 enjeux me semblent essentiels pour ces rapports entre les finances locales et les finances de l'État. Donc, premier point, la fiscalité locale est une clé de la mutation des relations entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, pour regarder cette fiscalité locale, je ferai 2 choses. D'abord, regarder avec vous les données pour essayer de cadrer un peu les choses, et ensuite voir dans un deuxième temps les enjeux que représente cette fiscalité locale. D'abord, les données. Pour l'année 2000, sur à peu près 250 milliards d'euros de finances locales, on va avoir à peu près 151 milliards d'euros de fiscalité locale. Les impôts locaux font un petit peu moins de 100 milliards d'euros, 98 milliards d'euros, et les autres impôts, un peu plus de 50 milliards d'euros, 53 très exactement. Et dans ces autres impôts, il y a la fiscalité transférée, avec une fiscalité de l'État qui est reversée aux collectivités locales. Ça pèse lourd. Pour 2000, ça a représenté, pour 2020, ça a représenté 45 milliards d'euros. Le reste, c'est le versement de transport avec 5 milliards d'euros et quelques broutilles à hauteur de 3 milliards d'euros. Sur 98 milliards d'euros de fiscalité directe locale, d'impôts locaux, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons les 2 taxes foncières avec 36 milliards d'euros absorbés par les communes qui ont 20 milliards d'euros, les départements, 14 milliards d'euros, et les EPCI qui n'ont que 2 milliards d'euros. Voilà pour les 2 taxes foncières avec, bien entendu, la taxe foncière sur les propriétés bâties qui représente la plus grosse part. Ensuite, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, elle est à 24 milliards d'euros répartie entre les communes et les EPCI, 16 milliards pour les communes, 8 pour les EPCI. C'est simple, 8 et 8, 16. Les communes ont 2 fois plus de TH que les EPCI. Donc, la suppression de la taxe d'habitation, ça va être quelque chose de très important pour le bloc communal. Ensuite, il y a les impôts économiques. Contribution économique territoriale, 28 milliards d'euros répartis entre CVAE 19,5 et CFE 8,5. La CVAE, je l'appelle la grosse, la CFE, je l'appelle la petite. La petite ne fait pas 2 fois moins que la grosse, mais on est dans des valeurs à peu près équivalentes. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a la TEOM à peu près à 7 milliards d'euros. Donc voilà le tableau. Il y a la fiscalité directe locale, un peu moins de 100 milliards d'euros, et puis les autres impôts, principalement la fiscalité transférée. Alors, quels sont les enjeux dans cette fiscalité? Les enjeux, j'en distinguerai 3. D'abord, premier enjeu, celui qui me paraît primordial, c'est l'enjeu de partage de la TVA. À l'image de ce qui s'est fait en Allemagne, de ce qui s'est fait en Espagne, de ce qui s'est fait en Italie, eh bien, il y a désormais un partage de la TVA entre l'État et les finances locales. Ça a commencé avec la loi de finances pour 2018, lorsqu'on a décidé qu'il n'y aurait plus de DGF des régions. Et on a remplacé cette DGF des régions par de la TVA de l'État. 4 milliards pour les régions. Ensuite, en 2021, en raison de la crise, on a décidé de remplacer 50% de la CVAE qui était encaissée jusque-là par les régions par une fraction de TVA. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, tout simplement 10 milliards d'euros.
Donc ça, c'est quelque chose de très important. On remplace quelque chose qui était de la fiscalité locale par de la fiscalité d'État. On remplace de la fiscalité directe par de la fiscalité transférée. Ça, c'est l'article 8 de la loi de finances pour 2021. Et puis, les EPCI et les départements qui vont perdre une part de taxes d'habitation devront être compensés à hauteur de 7 milliards pour les EPCI, à hauteur de 14 milliards d'euros pour les départements. Pour les départements, ils ne perdent pas de TH, ils perdent de la taxe foncière qui va être transférée au bloc communal. Donc on les compense comment? Tout simplement avec de la TVA. Quand l'État veut compenser, il prend l'argent là où il est, dans la TVA. Il y a donc un enjeu très important de partage de la TVA et la crise financière a obligé l'État à reverser une partie de sa TVA au niveau des collectivités locales. Deuxième enjeu, enjeu d'augmentation des taux des taxes foncières pour remplacer la taxe d'habitation. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau des collectivités locales? Si on supprime la taxe d'habitation, on supprime une marge de manœuvre. Donc il faut la remplacer par une autre marge de manœuvre. Et l'autre marge de manœuvre qui existe, c'est jouer sur le propriétaire. Le cochon de propriétaire peut être taxé puisqu'il est propriétaire. Donc on va augmenter les taux des taxes foncières et notamment des taxes foncières sur les propriétés bâties. Troisième enjeu, enjeu de remplacement de la fiscalité locale par la fiscalité transférée. C'est un enjeu qui finalement a commencé bien avant ces années récentes. Ça a commencé de façon importante avec la loi de finances pour 2010, puisque la loi de finances pour 2010, dans le contexte de la crise des dettes souveraines, a voulu supprimer la taxe professionnelle. Et donc, on a remplacé de la fiscalité locale par de la fiscalité transférée. Ensuite, il y a eu la loi de finances pour 2018, la loi de finances pour 2020 qui a décidé de supprimer la taxe d'habitation, mais pour cela, eh bien, on a remplacé de la fiscalité locale par de la fiscalité transférée. Et puis, la loi de finances pour 2021, article 29, a décidé de compenser des impôts de production payés par les établissements industriels avec un prélèvement sur recettes à hauteur de 3,3 milliards d'euros. Et ça a été quelque chose d'important, se rajoutant à cette tendance importante. Donc voilà pour le premier axe sur la fiscalité locale, qui nous montre qu'il y a un grignotage qui se fait et qui a été amplifié par la crise des dettes souveraines. Deuxième axe, le cadrage juridique bouge, mais conserve son utilité, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Là, dans cette deuxième partie, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que la crise sanitaire a occasionné des dérogations accordées au droit de la comptabilité publique pour tenir compte de la crise. Et la deuxième chose, c'est que finalement, il y a eu des relations juridiques et contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, ces relations juridiques demeurent et sont sanctionnées et il y a des contentieux nouveaux qui sont en train de sortir. D'abord, les dérogations accordées au droit de la comptabilité publique pour tenir compte de la crise sanitaire. La crise sanitaire justifie tout, y compris des distinctions de principe en matière de finances locales. Trois exemples. Premier exemple, les versements des collectivités territoriales et groupements à fiscalité propre au Fonds de solidarité pour les entreprises, qui normalement devraient constituer des dépenses de fonctionnement, constitueront des dépenses d'investissement, de la section d'investissement, pour ne pas détériorer l'équilibre de la section de fonctionnement. C'est une loi? Non. C'est un décret? Non. C'est la circulaire du 10 avril 2020. Et donc, une circulaire va totalement bouleverser les équilibres dans les sections du budget local. Deuxième exemple,
En cas d'excédent de la section d'investissement, les collectivités territoriales ont la possibilité d'affecter tout ou partie de ces recettes en recettes de la section de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on peut les faire remonter de la section d'investissement vers la section de fonctionnement. La seule condition, c'est avoir un avis préalable du comptable public. Mais comme le comptable public va être soumis à des directives nationales où on va lui dire il faut laisser faire parce qu'il faut lutter contre la crise, finalement, la différence entre les deux sections sera devenue inconsistante. Enfin, troisième exemple, les charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire peuvent être financées par l'emprunt. Et dans ce cas-là, contrairement à ce qui est dit dans le Code général des collectivités territoriales, eh bien, on pourra financer par un emprunt des dépenses de fonctionnement. Et dans ce cas, l'emprunt ne pourra pas dépasser la limite de 5 ans. Donc voilà cet ensemble de dérogations qui nous montre que la crise fait changer les règles. Et puis le deuxième aspect de ma deuxième partie, c'est que les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales sont des relations qui ont été contractualisées. Elles donnent lieu à des contrats et elles donnent lieu à des contentieux contractuels qui commencent à peine à sortir maintenant. Notre ami Alain Pariente m'a envoyé un jugement du tribunal administratif de Bordeaux où le département de la Gironde avait refusé de signer son contrat de Cahors avec l'État et la préfète avait pris un arrêté préfectoral pour fixer le taux d'augmentation des dépenses de fonctionnement, mais n'avait pas modulé conformément à la loi de programmation, c'est-à-dire ne voulait pas tenir compte des dérogations possibles en fonction de l'augmentation de la population, etc. Il y a eu un recours et l'arrêté préfectoral a été annulé. Autrement dit, ceci pour dire que les relations entre l'État et les collectivités locales, on nous dit que ce sont des choses qui se font pas de manière juridique, en réalité c'est faux. Il y a du contentieux qui est là et qui nous démontre que quand les relations ne respectent pas le contrat et ne respectent pas la loi, eh bien, les collectivités locales peuvent se défendre devant le juge administratif. Et au passage, je trouvais que le juge administratif défendait mieux les libertés locales que le Conseil constitutionnel. Mais c'est une autre histoire. Troisième axe, troisième partie dans ma petite présentation, deux enjeux me semblent essentiels pour ces rapports entre les finances de l'État et les finances locales. Premier enjeu, la TVA. Deuxième enjeu, le mouvement de recentralisation peut-il être contenu par des moyens particuliers? On va voir que ce sera difficile. Premier enjeu, la TVA. J'en ai déjà parlé, mais là, je reprends ce problème de la TVA pour lui donner sa pleine mesure par rapport à l'État, non seulement par rapport aux collectivités locales, mais pour tenir compte de ce que disait Robert dans un de ses articles, le ménage à 3. On n'est pas à 2 États, collectivités locales, on est à 3. Il y a la Sécu. D'abord, le fonds de compensation de la TVA. Le fonds de compensation de la TVA, il n'arrête pas d'augmenter. 5,5 milliards en 2012, 6,5 en 2021 prévu. Et donc, le fonds de compensation de la TVA, il augmente et on sait que depuis 2016, on pourra faire une récupération de TVA, y compris sur les dépenses de fonctionnement, dépenses d'entretien. Ensuite, la répartition des ressources fiscales. Nous avons vu que l'État partageait sa TVA avec les collectivités locales. Mais reprenons ce qui est donné par l'État à d'autres budgets publics. Il y a d'abord le niveau européen. Depuis 1971, on reverse une partie de notre TVA au budget européen. Au niveau régional, depuis 2018.
La sécurité sociale, depuis 2019, reçoit 50 milliards d'euros puisqu'on a supprimé le CICE et on l'a remplacé par une exonération pérenne de cotisations patronales. Donc je dis depuis 2019, mais ça existe depuis 2003. Et puis, depuis 2021, dépenses des départements et des groupements à fiscalité propre. Regardons pour 2021 ce qui nous attend. L'État, en 2021, aura moins de TVA que les autres budgets publics. Les collectivités territoriales auront 35 milliards d'euros, la Sécu aura 50 milliards, l'Europe aura 5 milliards, total 90 milliards d'euros qui vont partir du budget de l'État. L'État n'aura plus que 89 milliards d'euros. L'État aura donné plus qu'il n'aura gardé pour lui-même. Et c'est l'État qui devra rembourser les emprunts. Voilà le premier enjeu, celui de la TVA. Deuxième enjeu, le mouvement de recentralisation peut-il être contenu par des moyens spécifiques? Premier moyen, le Conseil constitutionnel. Deuxième moyen, la démocratie locale. D'abord, le Conseil constitutionnel, grosse déception. Le Conseil constitutionnel qui aurait dû défendre la libre administration, l'indépendance des collectivités locales, le Conseil constitutionnel ne met pas un terme au grignotage du pouvoir de l'État sur les compétences locales. Quand on le saisit pour la loi de finances pour 2010, il dit que la réforme de la taxe professionnelle ne porte pas atteinte puisqu'on remplace la fiscalité directe par de la fiscalité transférée. Et comme dans la loi organique, on a prévu que la fiscalité transférée faisait partie des ressources propres, hop, ils se sont fait avoir et donc perdus. Dans sa décision sur la loi de finances pour 2020, on sollicite le Conseil constitutionnel en lui disant « Est-ce que la suppression de la taxe d'habitation n'est pas une atteinte portée à l'autonomie des collectivités ?» Ah, la réforme commence, on verra quand elle sera finie. Donc, on verra plus tard, attendons, peut-être qu'après la présidentielle, le Conseil constitutionnel se réveillera, mais je n'y crois pas trop. Après le Conseil constitutionnel, la démocratie locale peut-elle être augmentée et arriver à contrecarrer cette tendance nationale? Les élections municipales de 2020, les élections départementales et régionales de 2021 nous ont montré que les électeurs n'étaient pas convaincus de la possibilité d'inverser cette tendance, puisque l'électeur ne s'est pas beaucoup rendu à ces élections. Et donc, au final, la crise financière a montré que l'État, garanti par l'Union européenne, dispose des moyens financiers les plus déterminants pour faire face à la crise. Pour autant, deux dangers menacent les finances locales. Un, les dépenses de solidarité nationale n'auraient jamais dû être décentralisées, RSA, PCH, APA. Les rapports entre les groupements à fiscalité propre et les communes peuvent aboutir à des situations absurdes où certaines communes peuvent être totalement asséchées de ressources alors que des groupements à fiscalité propre sont pétés de thunes et ne reversent pas de solidarité vers les autres communes. Mesdames et messieurs, je pourrais continuer encore longtemps, mais je vous remercie de votre patience.